Vous écoutez Pulsation, l'émission d'Université de Paris consacrée à la santé. Ici, on parlera de pédagogie, de recherche ou encore de vie de campus. Des thèmes variés et passionnants abordés avec des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des personnels. Bref, toutes celles et ceux qui font battre le cœur d'Université de Paris. Pulsation. Alors ne ratez pas le rendez-vous Pulsation, c'est le premier jeudi de chaque mois. Bienvenue à Université de Paris. Et oui, cela ne vous aura pas échappé, le 1er janvier 2020, les universités Paris Descartes et Paris Diderot ont fusionné pour créer Université de Paris. L'un des premiers chantiers de cette transformation a été la création d'une UFR, Unité de formation et de recherche de médecine unique. Cette fusion des UFR, au-delà des travaux d'harmonisation des organisations, des services et des méthodes de travail, implique un important travail de création des programmes d'enseignement. Pour la rentrée 2020, il fallait donc que tout soit prêt pour la deuxième année. Et pour pimenter le tout, il fallait aussi mettre en place la réforme des études de santé, et notamment celle de la première année. Cet énorme chantier est conduit depuis 1 an et demi par les conseils pédagogiques des anciennes UFR de médecine. Conseils pédagogiques qui, je vous le rappelle, sont constitués d'enseignants, d'étudiants et de personnel administratif. Des travaux menés sous la houlette de leurs présidents respectifs, les professeurs Cécile Badoil et Albert Faye, que nous recevons aujourd'hui dans le studio du département Images et Sons d'Université de Paris pour parler de la fusion des programmes d'enseignement. Cécile Badoil, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien et merci de m'avoir invitée pour parler de ce beau projet. Peut-être un petit mot pour vous présenter ? Je suis anatomopathologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis la présidente du conseil pédagogique de Paris Descartes, pour ne pas dire ex-Paris Descartes. Avec nous également dans ce studio Albert Faye. Albert Faye, bonjour. Et vous, comment allez-vous ? Ça va bien, je vous remercie. Je suis très heureux d'être avec vous et avec vos auditeurs. Merci beaucoup. Même question que pour votre consoeur. Peut-être un petit mot pour vous présenter ? Oui, donc moi je suis pédiatre de l'hôpital Mère-Enfant Robert Debré et je suis président du conseil pédagogique de l'UFR de médecine ex-Paris Diderot. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour cette rentrée 2020, si j'ai bien compris, il n'y aura plus d'étudiants de deuxième année à Descartes ou à Diderot en médecine. Il n'y aura qu'une seule et même promotion Université de Paris avec un seul et même programme que vous avez construit ensemble. Comment avez-vous appréhendé ce travail ? D'abord, il a fallu faire un état des lieux. On a travaillé chacun à identifier quels étaient le profil pédagogique qu'on appliquait dans nos facultés. Et puis, on a travaillé chacun séparément au début à préparer cet avenir commun. Et puis, on a travaillé auprès des conseils pédagogiques à identifier quels étaient les cours, quelles était la volonté d'accompagner ces étudiants tout en préparant une nouvelle communauté, tout en faisant attention aux différents culture pédagogique, les habitudes des deux UFR. On parle des us et coutumes, mais c'est vrai, quand on a l'habitude de travailler ensemble, on a acquis des réflexes qu'il a fallu chambouler. Et ça se fait avec un accompagnement bienveillant, mais aussi parfois un peu plus dirigé. Le maître mot a été la nécessité d'écoute et de remise à plat de ce qui est bien ou moins bien et ce qui est en tout cas perfectible dans les différents accompagnements pédagogiques qu'on propose dans les deux UFR. Et Albert Faye, il y a donc eu aussi des comités de pilotage, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ça a été un travail vraiment de très longue haleine, puisqu'on a démarré finalement ces réunions à la fin 2018 et mis en place durant l'année 2019 des comités de pilotage sous la direction des doyens avec un comité de pilotage tous les 15 jours et établi un certain nombre de groupes de travail. Parmi ceux-ci, les groupes de travail sur la fusion des enseignements, la fusion des stages, sur la simulation, sur l'innovation pédagogique. Et donc effectivement, à l'occasion de ces comités de pilotage, ces différents groupes de travail, ça a permis d'avancer comme ça, de manière très régulière. Effectivement, ça a été un travail long, difficile, mais avec un grand enthousiasme des enseignants. Il y avait des réajustements extrêmement importants parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Parfois, il y avait des entre guillemets des pannes parce que justement on n'arrivait pas à redessiner les choses. Et puis la grande difficulté sur ce projet qui était déjà lourd, qui est arrivé, c'est les réformes qu'on appelle R1C pour la réforme du premier cycle et R2C pour la réforme du deuxième cycle. Sachant que la réforme
R3C, pour la réforme du 3e cycle, qui concerne les internes, n'est pas achevée. Alors justement, parlons de cette réforme, celle du 1er cycle, qui se traduit par une évolution considérable de la première année des études de santé. La PACES disparaît, plus de concours, plus de numerus clausus, et les étudiants ont 2 possibilités. Soit ils s'inscrivent en parcours accès spécifique santé, ce que l'on appelle le PASS, soit ils s'inscrivent en licence accès santé. C'est-à-dire, par exemple, une licence de droit avec des modules supplémentaires qui leur permet de candidater dans les filières de santé. Et ça fait beaucoup tout ça. Et donc il a fallu prendre en compte dans votre programme cette réforme. Comment vous vous y êtes pris, sachant qu'elle ne rentrera en vigueur qu'à la rentrée prochaine ? Alors, il a fallu bien comprendre cette réforme du 1er cycle qui est arrivée. Il faut bien que vous sachiez que les textes sont arrivés au fil de l'eau cette année. On parle de 2020. Et donc, il a fallu qu'on applique un changement très profond du mode de sélection des étudiants qui vont rentrer en filière santé. Donc, ce qu'on appelle les MMOP, les maïeutiques, médecine, odontologie, pharmacie, plus les kinésithérapeutes qui vont rentrer donc en santé et qui vont passer alors un examen, parce qu'il faut aussi dire que ça sera un examen avec un numerus apertus qui sera dépendant du nombre de places qu'il y aura au niveau des facultés pour accueillir les étudiants qui feront des formations de santé. Alors, vous l'avez dit, il y a des PASS qui sont des parcours d'accès spécifiques en santé et des LAS qui sont des licences d'accès en santé. Et ces LAS, les étudiants vont avoir une primo-inscription, soit en sciences humaines et sociales, soit en sciences. Et donc, on va avoir des étudiants qui ne vont pas avoir la même formation que ceux qui vont s'inscrire dans le PASS. Et donc, notre souci en 2e et 3e année, c'est-à-dire le 1er cycle, mais ceux qui seront rentrés de façon différenciée en médecine, qu'il n'ait pas de problème en arrivant, puisqu'ils n'auront pas eu les mêmes formations. Et donc, il a fallu, avec beaucoup de travail de bienveillance et d'accompagnement, préparer ces rentrées en 2e ou en 3e année de ces étudiants aux parcours multiples et aux façons d'avoir été formés multiples. L'autre réforme, à Albert Faye, c'est celle du 2e cycle. Donc celle-ci, si j'ai bien compris, elle arrivera un petit peu plus tard. Pouvez-vous nous dire quels étudiants sont concernés ? Les étudiants concernés par cette réforme sont les étudiants qui rentreront en 4e année à la rentrée 2021-2022. Effectivement, elle a été décalée du fait, d'une part, de sa lourdeur, la difficulté des facultés à s'organiser pour la mettre en place, mais surtout récemment du fait de la pandémie du Covid-19 qui a bien sûr retardé ces travaux. Bon, toujours est-il que cette réforme est une réforme très importante, dont l'objectif finalement est double. Premièrement, de mettre au centre les compétences de l'étudiant dans le cadre du parcours. Et deuxièmement, diminuer le poids des examens classants nationaux actuels qui ont lieu en fin de 6e année. Et concrètement, cette réforme permettra premièrement d'évaluer donc les étudiants sur leurs compétences, donc compétences qui sont revues sur un socle de base, donc des compétences hiérarchisées, avec vraiment ce qui est très important à connaître pour les étudiants et qui sera évalué à la fin de la 5e année pour ces étudiants, donc des items qu'on appelle de rang A et de rang B, qui sont particulièrement importants à connaître dans les différentes matières. Sur les compétences aussi en stage, donc qui seront évaluées par l'intermédiaire d'un portfolio, et aussi par des évaluations un peu plus pratiques des compétences via les ECOS, ce sont les examens cliniques objectifs structurés, qui permettent d'évaluer différentes compétences de l'étudiant à l'occasion de stations, d'ateliers qu'on appelle stations, donc dans lesquels il y a une situation simulée ou un patient simulé, qui permet finalement d'évaluer la compétence d'un étudiant, par exemple sur l'interrogatoire d'un patient, sur la rédaction d'une ordonnance, sur l'interprétation d'un examen complémentaire. L'étudiant finalement sera évalué en fin de 6e année et pourra choisir sa spécialité à l'occasion d'un matching, ce qu'on appelle un matching. D'une part, donc les compétences qu'il aura montrées dans différentes spécialités, par aussi son parcours, où il pourra par exemple réaliser un petit peu de recherche ou avoir un engagement associatif spécifique, et par donc son choix de spécialité.
Ça peut être un engagement associatif, mais ça peut être aussi de la recherche, puisque l'idée aussi, c'est d'avoir des étudiants qui sont allés faire des masters ou des thèses de sciences pendant leur cursus. Tout cet accompagnement, justement, d'avoir des profils différents et complémentaires. Et puis, on parlait de la simulation, c'est très important, hein. L'idée, c'est pas de les déconnecter de la réalité du patient, puisqu'ils font leur affectation en médecine, par exemple, des stages infirmiers pendant leur été. Donc, ils sont au contact des patients. Mais l'idée, c'est jamais la première fois sur un patient pour, d'abord, le respect du patient, et puis le respect aussi de leur angoisse et de leur apprentissage des gestes et de leur apprendre à se comporter le mieux possible pour... voilà. Donc, c'est ça, vraiment, l'apprentissage de la compétence évidemment au lit du malade, mais aussi avec les outils actuels modernes. Et donc je pense qu'un des challenges, c'était aussi de connecter cette réforme du deuxième cycle avec ce qui se passe en premier cycle, et pour les coups de les préparer dès, je dirais, la deuxième, troisième année, donc à solidifier leurs compétences, enfin avoir des bases de compétences solides, en particulier en sémiologie, d'intégrer très rapidement la simulation, et aussi de donner l'opportunité d'avoir des parcours recherche dès la deuxième année, ce qu'on a particulièrement favorisé au sein de l'Université de Paris dans le cadre de la fusion de la deuxième année. Et dans ce travail justement de construction de nouveaux programmes, quelle a été l'implication des étudiants ? Alors l'implication des étudiants, c'est presque pas une question, c'est une évidence. Ils sont là dans les conseils pédagogiques à parité avec les enseignants. Et puis, encore une fois, on est en train de construire quelque chose. Leur retour, leur jugement et leur appréciation sont très importantes. Ils et elles sont les médecins de demain. Et donc, ils ont un poids prédominant sur la compréhension des systèmes, sur l'expression d'envie, sur un monde qui va très vite et qui bouge très vite et qui est connecté, adapté, nouveau. Et puis, les enseignants sont un peu les garants de la nécessité de rappeler où sont les apprentissages importants, avec beaucoup de bienveillance aussi, de dire qu'il y a des choses sur lesquelles on pense que c'est très important de les accompagner pour leurs apprentissages et pour qu'ils soient des médecins accomplis sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et donc, les étudiants sont dans les conseils pédagogiques et ils sont là tous les mois. Et puis, on avait des copiles tous les 15 jours où, évidemment, les étudiants étaient amenés à prendre la parole et à s'exprimer. Et puis, il y a eu beaucoup de petites, c'est pas le terme, de commissions qui avaient un rôle extrêmement important puisque préparatoire, avec énormément d'enseignants qui étaient impliqués au premier niveau et sur lequel, par exemple, typiquement, on a parlé des stages. Les commissions stages avaient un rôle très important puisque c'est les étudiants qui ont rapporté ce qui se passait sur les terrains de stage avec les enseignants et entre les étudiants, avec les équipes, avec les patients. Donc un rôle fondamental et nécessaire parce que ne faut pas oublier que les étudiants sont, pour chacune de nos universités, plus de 2000. Et donc, ça fait 2000 paires d'yeux qui nous permettent de voir aussi ce qui se passe au niveau des apprentissages et non seulement au niveau des cours, mais aussi au niveau des terrains de stage, parce qu'on ne peut pas être partout. Alors justement, Albert Faye, est-ce qu'on peut dire à nos nouveaux étudiants qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Alors on peut le dire donc pour la première année fusionnée qui sera donc la deuxième année de médecine. C'est une très grosse promotion puisqu'il y aura plus de 750 étudiants et cette promotion sera réunie, aura ses cours donc sur le site Bichat. Donc il y a eu un très gros travail de l'administration donc qui était complètement impliquée dans les comités de pilotage et qui a fait vraiment un travail énorme et qui a pu déterminer que finalement c'était le site le plus adapté pour accueillir cette promotion. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette fois, grâce à un travail formidable qui a été fait par les enseignants de deuxième année, les étudiants bénéficieront de l'enseignement fusionné, donc qui a été complètement revu, en binôme avec les enseignants d'Aix-Descartes et Aix-Paris Diderot, donc avec en particulier un certain nombre d'innovations pédagogiques,
quasiment la disparition des cours magistraux et leur remplacement par des capsules vidéo disponibles pour tous les étudiants, de nombreux ED, dont un certain nombre en distanciel. Donc vraiment, on a essayé aussi de mettre de l'innovation pédagogique au sein de cet enseignement fusionné. Troisièmement, le fait qu'on a mis en avant, comme on le disait tout à l'heure, l'importance des compétences dans la réforme du deuxième cycle. Donc on l'a mise en avant aussi dans cette deuxième année, donc en particulier avec des stages de sémiologie renforcés, à la fois sur les sites hospitaliers, donc avec des groupes de 5 étudiants qui sont tutorés par un chef de clinique assistant, mais aussi des séances qui ont lieu sur plateforme de simulation. On vient de rappeler l'importance de la simulation et on peut le faire aussi en sémiologie. On bénéficie sur nos 2 plateformes de simulation de matériel qui permet par exemple d'écouter des bruits du cœur, d'écouter le poumon, de palper un abdomen et tout ceci va être mis au service des étudiants pour leur apprentissage dans la base de la sémiologie qui est particulièrement importante. Alors justement, vous avez parlé du distanciel. On a vu que ça s'était pas mal accéléré pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'on va pérenniser ce mode de fonctionnement donc à distance ? Le distanciel doit être considéré comme un mode d'apprentissage comme un autre à partir du moment où il est bien préparé. Là, ce qui s'est passé avec cette épidémie, c'est que tout le monde n'était pas au même niveau de préparation et n'avait pas acquis les mêmes habitudes d'utilisation d'outils. Et ça, c'est très important. Donc, on vient vraiment sur la problématique de l'innovation pédagogique et de la complémentarité d'un enseignement distanciel vis-à-vis d'un enseignement présentiel. Donc, donner du matériel dans lequel les étudiants avec une pensée pédagogique intéressante, c'est-à-dire ce qu'on appelle des classes inversées, c'est-à-dire envoyer du matériel pédagogique préparé, de bonne qualité, leur demander une restitution en présentiel ou en classe partagée, peut être quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, de toute façon, cette transition numérique est absolument nécessaire et finalement, cette épidémie a ce côté positif, c'est qu'on a été obligé de se mettre en ordre de marche. Maintenant, il faut que ça soit de qualité et il est de notre rôle d'accompagnant pédagogique à ce que, au niveau de l'UFR et au niveau de l'université, les choses se fassent le mieux possible. À vrai dire, on a été accompagné par nos 2 doyens, Philippe Rusniewski et Gérard Friedlander, sur cette conversion du numérique dès le début, avec cette volonté de produire du matériel pédagogique de qualité, mais adapté à notre réalité de terrain, c'est-à-dire que nos étudiants ne vont plus dans les cours d'amphithéâtre et faire ce qu'on appelle maintenant quelque chose d'hybride et mélanger ces différentes façons d'apprendre. Et alors, dans ce travail commun, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu de frustration ou d'ego blessé, mais peut-être que je me trompe. Non, vous vous trompez pas complètement, mais un peu quand même, parce que effectivement, les cultures étaient différentes. Bon, c'est jamais simple d'aller vers une fusion, mais ce qu'on peut dire, c'est que, bon, premièrement, on s'entendait très bien avec Cécile et qu'on a montré l'exemple, peut-être aux enseignants, peut-être. Oh, je sais pas. Mais... Nos doyens aussi s'entendaient très bien, et donc du coup, finalement, je pense que cette fusion, elle a été faite vraiment avec la volonté de chacun de voir premièrement ce qui se passait donc dans l'autre UFR, et deuxièmement, et c'est ça qui est le plus important pour nos étudiants, c'est de prendre le meilleur de chacune des UFR. Donc je pense que vraiment, bon, les différents égos ont pu être diminués par rapport à tout ça et que finalement, notre objectif, c'était le résultat et vraiment qu'on puisse donner le meilleur à nos étudiants. Vous êtes d'accord, Cécile Badoil ? Ah oui, je pense qu'on a eu cette chance incroyable de bien s'entendre et surtout d'avoir des conseils pédagogiques assez incroyable, tant sur le plan des étudiants que des enseignants. Et je vais vous faire une confidence. Aller en pédagogie, généralement, c'est qu'on a le souci de servir l'autre et d'être bienveillant et d'avoir l'envie de construire l'avenir. S'occuper des étudiants, c'est quelque chose qui n'est pas toujours mis en valeur, mais en tout cas où il y a énormément de personnes pour qui véritablement se poser des questions sur comment on aborde notre avenir et comment on va
accompagner ces jeunes à devenir des médecins compétents et pour servir la société, c'est quelque chose de incroyablement emballant. Et du coup, on a des étudiants et des enseignants vraiment investis. Et voilà, les choses n'ont pas été que simples, mais objectivement, personne n'a perdu son âme. Et on a vraiment eu la nécessité de retrouver quelque chose de construit en gardant, comme l'a dit Albert, le meilleur de chacun. Donc ça existe, une fusion sans douleur. On va voir, on va voir, mais en tout cas, on a certainement mal fait, mais en tout cas, on a essayé de faire le mieux possible. Peut-être pour terminer, d'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que vous a apporté ce travail ? Je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, c'est une mission, on va dire. Donc, pour moi, personnellement, j'ai été très honoré de remplir cette mission. Et ça a été extrêmement enrichissant par l'objectif de cette mission, d'arriver à cette fusion, ou début de fusion, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'années encore à fusionner et encore beaucoup de travail. Deuxièmement aussi, bien sûr, voir aussi la mobilisation de l'ensemble des enseignants, de l'administration, des étudiants pour cette fusion. Ça aussi, c'est extrêmement enrichissant, et de voir les ressources finalement qui ont été déployées pour pouvoir la mener à bien, même si parfois, ça a été un petit peu difficile, et parfois en appui, on va dire, logistique, les choses n'ont pas été toujours très simples. Mais vraiment, moi je n'en tire que du bénéfice au niveau personnel, donc par rapport à tout ce travail. Et vous, Cécile Badoil ? Très honorée d'avoir eu pour mission d'accompagner cette fusion. On va l'avouer avec Albert, on a été assez fatigués par cette mission, mais parce qu'elle a été dans un contexte particulier. N'oublions pas qu'on a eu des grèves, que l'hôpital ne va pas que bien, qu'on a eu une épidémie et qu'on a eu pour mission de monter une maison où il fallait faire les plans en même temps que d'essayer d'appréhender une livraison de tuiles et de briques qui n'était pas forcément que aisé d'avoir, et avec des personnes qui habitaient encore dans 2 maisons et qui n'avaient pas forcément envie de déménager pour cette nouvelle construction. Donc les choses ont été pas toujours simples. On a eu des moments un peu de tempête et de fatigue, mais il n'y a jamais eu de désespérance. Et au contraire, je crois que ces moments-là ont été extrêmement fructueux parce qu'on est allé chercher nos propres ressources. On a certainement pas fait les choses de façon parfaite, mais on l'a fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, beaucoup de bienveillance et le plus possible à l'écoute. Donc on a construit, on laissera le prochain conseil pédagogique où on l'accompagnera avec nos connaissances et notre connaissance du terrain, mais je pense que maintenant, il faut que les choses prennent leur envol et en tout cas, nous y avons trouvé beaucoup d'enthousiasme. Et puis, un grand merci à tous les acteurs qui ont accompagné cette mission qui n'était pas des moindres. Et puis, les réajustements arriveront, mais je crois qu'on peut être fiers tous les deux de cette prochaine deuxième année où il y aura plein de surprises, plein de possibilités. Et la liberté a été quelque chose accompagné parfois, mais d'important pour justement laisser chacun penser la pédagogie. Et ça, c'est des moments assez essentiels parce que ce temps-là, il n'est pas toujours donné. C'est vraiment super de voir que finalement, cette rentrée prochaine, on aura une première année fusionnée, la première année et la deuxième année, finalement. 2 années fusionnées. Donc, à la fin de l'année 2018, je pense qu'on n'imaginait pas ça. Donc, on est heureux. On avait pour mission de le faire, voilà. Mais on ne savait pas encore très bien comment faire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast Pulsation, consacré aux travaux de fusion pédagogique dans le cadre de la création de l'UFR unique de médecine Université de Paris. Je remercie encore les professeurs Cécile Badoil et Albert Faye et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la rentrée pour une prochaine édition. Merci. Merci. Pulsation.